on va recommencer pour cette dernière partie de la journée qui va traiter de la captivité des cétacés. Et pour cela, je vous laisse les étudiants introduire le sujet. Merci beaucoup. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Alors, donc, je vais vous introduire la conférence sur la captivité des cétacés. Je vais vous faire un petit historique jusqu'à la situation actuelle et les problématiques actuelles. Donc, tout d'abord, les cétacés sont un ordre de mammifères aquatiques, regroupant environ 80 espèces. Certaines possèdent des fanons, comme les baleines, d'autres des dents, comme les requins, les orques ou les dauphins. À l'origine, ce sont des animaux terrestres qui se sont réadaptés à leur environnement aquatique. Donc ils ont gardé quand même certaines caractéristiques comme les poumons qui les obligent à remonter à la surface pour respirer, contrairement aux poissons. La première tentative de captivité des cétacés remonte à 1861 avec deux belugas. S'ensuit à l'aquarium de New York au début du XXe siècle une présentation de marsouins, mais la longévité de ces premiers individus capturés est très courte, faute de soins adaptés. En 1938, le Marine Studio de Floride capture une colonie de dauphins dans le but de faire des films. Donc 10 ans après, ce studio deviendra un vrai delphinarium, le Marineland. Et les capacités d'apprentissage exceptionnelles des individus attirent la curiosité des touristes, des scientifiques et même des militaires. Donc ce studio créera le premier dauphin éduqué, Flippy, héros de la série Flipper qui rendra définitivement célèbres les dauphins dans le monde entier. Le succès et la rentabilité amènent à multiplier les parcs dans le monde entier et à capturer des animaux toujours plus grands et plus impressionnants, comme les premières orques en 1961. Pour ce qui est de l'Europe, le premier delphinarium ouvre ses portes en Espagne en 1966. On en compte actuellement 33 delphinariums dans toute l'Union européenne, abritant environ 280 cétacés. Cependant, certains pays ont interdit ces infrastructures. Donc, sur le continent européen, on retrouve la Suisse, la Croatie, la Slovénie ou Chypre. Et pour le reste du monde, le Chili, le Costa Rica ou encore l'Inde. Et malgré que la plupart des pays autorisent donc ces infrastructures, il y a des interdictions. Par exemple, un arrêté de 2004 interdit la capture des dauphins dans les eaux européennes et certaines eaux internationales. Et en Europe, l'importation de cétacés est interdite en vue de présentation au public. Cependant, certains delphinariums justifiant d'activités scientifiques peuvent avoir des dérogations. Donc depuis quelques années, l'opinion publique et la législation sur le bien-être animal imposent une pression grandissante au delphinarium. Par exemple, l'article 10 de l'arrêté du 25 mars 2004, donc qui s'applique à tous les établissements accueillant des animaux captifs, indique que les animaux doivent être entretenus dans des conditions d'élevage de haut niveau, permettant de satisfaire leurs besoins biologiques et de conservation, leur santé et une large expression de leur comportement naturel. Donc ceci en créant des infrastructures adaptées à la biologie de chaque espèce. Et cette législation régit aussi des règles pour ce qui est l'alimentation, l'aménagement et la dimension des bassins, la manutention, le contrôle, met en place des contrôles sanitaires. Cependant, est-ce que ces prescriptions sont suffisantes pour régir un respect du bien-être animal de tous les individus captifs? En effet, il y a une multiplication des accidents dans les delphinariums qui pose une nouvelle fois la question du bien-être animal, de leur intelligence et du bien fondé de leur captivité. On connaît par exemple l'accident avec l'orque Tilikum qui se noie sa dresseuse Dawn Branchot en février 2010, événement rendu tristement célèbre par la sortie du documentaire Blackfish en 2013. Et en regroupant SeaWorld et Marineland, on a une dizaine d'accidents recensés déjà à l'heure actuelle. Donc ces accidents avec des individus qui s'en prenant à leurs soigneurs existent aussi chez d'autres espèces, comme les lions par exemple. Cependant, ces incidents ne semblent pas avoir modifié l'opinion publique sur le bien fondé de leur captivité, ou du moins pas dans les mêmes proportions. Donc qu'est-ce qui explique cette différence d'opinion? En effet, les recherches effectuées sur les cétacés en delphinarium nous montrent une réelle intelligence de ces animaux et la découverte de leurs capacités cognitives importantes en lien avec leurs accidents amènerait donc le public à penser qu'un réel mal-être psychologique existerait chez les cétacés et peut-être en lien avec leur captivité. Donc pour en savoir un peu plus sur le sujet, comprendre les différents enjeux et surtout savoir quelles solutions on peut apporter, on accueille aujourd'hui Florian Sigron, qui est ingénieur agronome et chargé de communication à la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Et on écoutera également l'avis de Fabienne Delfour, qui est docteure en éthologie cognitive et spécialiste des cétacés. Elle est rattachée au laboratoire d'éthologie expérimentale et comparée à l'Université de Paris 13. À la base, on veut également accueillir Charlotte Curé, qui est chercheuse au sein du groupe acoustique du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, mais elle a malheureusement eu un empêchement.
Donc je laisse la parole à nos intervenants s'ils veulent expliquer un peu plus. Bonjour à tous, je veux juste rajouter quelques petits mots par rapport à cette introduction très complète. Tout d'abord, remercier les organisateurs pour nous avoir invités à discuter de ces questions de captivité des cétacés et également les étudiants pour la qualité de leurs questions auxquelles nous avons tenté d'y répondre. Je me présente Florian Sigon, je suis ingénieur agronome et je suis chargé de mission pour la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. En quelques mots, la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, c'est un groupe de réflexion pluridisciplinaire autour de l'animal qui vise à transposer dans le droit les différentes connaissances scientifiques acquises et les avancées éthiques nécessaires pour faire évoluer les conditions des animaux, que ce soit des animaux de rente, de laboratoire, des animaux sauvages captifs, dans le cas des cétacés notamment, on va en parler, et les animaux libres. Juste quelques éléments, la captivité des cétacés en delphinarium, les connaissances acquises sur l'animal à l'état sauvage et sur l'animal captif montrent différents points. Tout d'abord, les orques et les dauphins détenus dans les delphinariums sont placés dans des conditions, on va en parler, incompatibles avec leurs besoins physiologiques et comportementaux. On a donc des problèmes en termes de bien-être. Également, les présentations en spectacle, les interactions avec le public mettent les animaux dans des conditions de souffrance. Ces souffrances sont évitables, elles ne sont surtout pas nécessaires. Et pour ces raisons, nous demandons à la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, mais également d'autres acteurs, la fin de la captivité des cétacés telle qu'elle existe actuellement. Donc, pour en placer dans ce contexte et en se basant sur les différents textes, les delphinariums sont régis par différents éléments, différents textes européens, un règlement qui encadre l'importation de ces animaux, qui date de 1997. On a également une directive européenne qui date de 2002, qui a été transcrite sous forme d'un arrêté en 2004. C'est la directive et l'arrêté ZOO qui encadrent les règles de fonctionnement de cet arrêt zoologique. Et on a également un arrêté spécifique sur les règles de détention de ces animaux qui date de 1981. Donc pour revenir un petit peu plus sur des faits d'actualité, dans le cadre de la loi pour la reconquête de la biodiversité, différents amendements ont été déposés sur ces questions de détention des cétacés en delphinarium. La ministre a souhaité la mise en place d'un nouveau projet d'arrêté dont Mme Delfour a fait partie sur le comité si je ne me trompe pas, de discussion. Nous-mêmes, la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, avons été auditionnés il y a quelques temps. Nous avons pu faire certaines demandes par rapport au contenu du texte et nous rediscuterons ces points la semaine prochaine au ministère. Donc on est vraiment sur un fait d'actualité. Et ça a été l'occasion pour nous de demander une nouvelle fois d'arrêter la captivité telle qu'elle existe actuellement. Juste pour me préciser sur quoi je vais me baser, ça va être essentiellement sur les connaissances acquises sur l'animal à l'état sauvage et l'animal captif, sur une enquête de 2011 qui mesure comment la directive a été mise en œuvre à l'échelle des delphinariums en France, mais également sur toute l'Europe. Également, donc, le projet d'arrêté, ses dispositions actuelles. Et enfin, des retours d'expérience d'associations de terrain, l'association notamment Cétacés, avec qui nous travaillons sur ces sujets. Voilà. Donc, bonjour. Je parle sans micro, Fabienne Delfour, je suis effectivement rattachée au laboratoire de Paris 13. J'ai mon doctorat en éthologie cognitive. J'ai aussi une habilitation à diriger recherche et j'ai récemment eu mon niveau 1, donc conceptrice en procédure expérimentale. Et je suis responsable scientifique du delphinarium du parc Astérix. Donc en même temps, depuis le début, depuis toujours, j'ai mené des études en milieu naturel et en milieu captif. Donc je peux à volonté répondre à vos questions sur ce qu'on peut faire et ne pas faire, aussi bien en captivité qu'en milieu naturel. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas notre consoeur. Ben oui, elle est malade. Parce que je pense qu'elle aussi, sur le versant vie sauvage, vous pouvez aussi... Merci à vous. Pour ouvrir ce débat et reprendre la question de la captivité des cétacés un peu plus à la base, on aimerait d'abord connaître votre point de vue général sur la captivité des animaux de zoo, puisque tout le monde sait qu'il existe de nombreuses espèces captives, que ce soit des mammifères, des reptiles ou encore des poissons. Quel serait donc pour vous l'intérêt premier de la captivité en zoo en Inde? Pour moi, ce sont les connaissances qu'on peut acquérir. Je peux protéger ce que j'aime, mais je vais pouvoir protéger de manière durable, équitable pour l'animal et de manière profitable pour lui, ce que je comprends. Donc,
pour être capable de protéger un animal en ces termes et pas en termes humains, j'ai besoin de comprendre qui il est, de mieux le connaître. Et ça marche aussi bien pour des zèbres que des cétacés en captivité. Moi, je vais avoir un point de vue différent. En un mot, pour résumer l'intérêt de la captivité, ce serait qu'il n'y en ait aucun. Actuellement, l'intérêt premier du delphinarium, c'est générer du profit parce que ce sont des entreprises commerciales, il faut perdurer, et les animaux, malheureusement, sont utilisés comme des atouts commerciaux. Par contre, l'intérêt premier de cette captivité, s'il devait y en avoir un, ce serait véritablement de diffuser des messages de préservation des espèces sur leur milieu, avec leurs habitudes. Ce qui est finalement incompatible avec ces notions de captivité et également incompatible avec les objectifs économiques auxquels les parcs sont soumis. Merci. Donc, pour rebondir sur vos réponses, on va d'abord aborder les différents aspects et intérêts de la captivité des cétacés. Donc, vous avez parlé de la perspective éducative. Est-ce que vous pensez donc que la captivité des cétacés, et en particulier celle des cétacés, est un moyen efficace de sensibilisation du public sur l'espèce en question, ou est-ce qu'il faudrait apporter des améliorations en plus? Donc, il y a beaucoup d'études sociologiques sur ce domaine-là. Donc, c'est basé sur des questionnaires que vont remplir les visiteurs des structures animalières et on va leur demander, soit directement après leur visite, où il y a des études qui vont porter sur 3 mois, 6 mois, parfois même 1 an après leur visite dans les parcs animaliers. Et on va voir ce qu'ils ont retenu de ces visites-là. Est-ce que ça a entraîné des changements dans leur façon de percevoir l'animal et est-ce que ça s'est transformé, parce que c'est ça aussi au final, si ça s'est transformé par des actions au niveau de la conservation et préservation des espèces. Alors c'est extrêmement divers et varié et ça va dépendre du milieu socio-économique de la personne, du niveau d'éducation. Ça va dépendre aussi si c'est une personne qui vit en milieu rural ou en milieu urbain et ça va dépendre aussi des activités que fait cette personne-là. On s'aperçoit que les personnes qui ont des activités sportives ou récréatives en milieu extérieur, elles sont plus sensibles à l'animal et donc vont avoir, après des visites dans ces structures-là, un élan supplémentaire pour s'investir dans des actions de conservation. Spécifiquement sur les cétacés, j'ai trouvé qu'une seule étude, qui est de Miller en 2013, qui lui a regardé à partir de questionnaires suite à la visite de personnes dans un parc où il y avait des cétacés, quels étaient les éléments éducatifs qu'avaient retenu ces personnes-là. Donc il a fait un premier questionnaire juste après la visite, et ensuite c'était 3 mois après. Et il s'est aperçu que les personnes avaient tendance à s'investir, à être plus curieuses vers l'animal en général. Ce qui se passe aussi, vous l'avez bien dit au début, c'est il y a un intérêt général pour l'animal, et en particulier pour les dauphins ou les orques. Ces animaux appartiennent à ce qu'on appelle la mégafaune charismatique. Dans cette mégafaune charismatique, vous allez trouver par exemple les grands pandas ou les éléphants, ou certains fauves. Donc ça suscite un intérêt particulier. Il y a une étude qui a montré aussi sur les requins, parce qu'on parle des animaux qui génèrent une sympathie vers le public, on est plus attiré vers ces animaux-là. Et c'est très intéressant parce que c'est la même chose avec les requins, c'est-à-dire si dans leur visite dans les parcs animaliers, les personnels qui sont dédiés au programme éducatif accompagnent et expliquent, les sentiments de peur ou de rejet des animaux sont atténués. Il y a vraiment un élan vers la conservation de ces espèces. Ce qu'on peut améliorer, effectivement, c'est la communication. Je pense que les posters qui sont disséminés dans les parcs animaliers, c'est pas suffisant. Donc on a de plus en plus de structures animalières où il y a un personnel qui est dédié à faire de l'éducation. Et si, je sais pas, on est dans une université, on est tous enseignants, on sait qu'on apprend mieux quand on est motivé pour apprendre, on apprend mieux quand on est dans un cadre qui est agréable, et on apprend mieux quand on est aussi, on peut choisir à quel moment on apprend.
Et ce qui se passe dans les parcs animaliers, c'est ça. Il y a des visiteurs qui viennent juste pour le plaisir des yeux ou la visite en famille. Il y en a d'autres qui sont friands et qui vont demander des informations là-dessus. Et ces gens-là, effectivement, il y a possibilité de leur faire passer un message. Au parc Astérix, on a mis en place un programme éducatif donc, qui reçoivent des écoles parisiennes essentiellement, mais qui est ouvert sur une demi-journée. Donc il y a présentation d'un PowerPoint avec des vidéos, voilà. Après il y a visite au delphinarium et les soigneurs animaliers répondent aux questions des enfants sur une demi-journée. La question elle porte sur la captivité comme moyen de sensibilisation du public à la condition des espèces. Effectivement, c'est un point qui est prévu. Donc, dans l'Union européenne et en France, les delphinariums doivent répondre à la promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public. C'est l'article numéro 3 de la directive. Cependant, la captivité, elle apparaît comme un moyen qui est à la fois biaisé et un moyen insuffisant pour faire cette éducation et cette sensibilisation, même si elle y participe. Pourquoi insuffisant ? Je vous parlais tout à l'heure d'une enquête qui date de 2011 sur les delphinariums. Les 2/3 de ces delphinariums ne présentaient pas les différentes informations qui sont pourtant imposées par les directives et les arrêtés. Sur l'exemple des spectacles, parce que tous les delphinariums en Europe, on en compte avec 84, tous font des spectacles. Sur le contenu des spectacles, environ 20 minutes, on a 2 minutes qui portent sur les conditions, sur la biologie et sur le comportement des animaux. Ce sont également des éléments qui peuvent apparaître biaisés parce qu'on va diffuser des messages sur des animaux qui sont mis dans des situations qui sont comme des ambassadeurs de leur espèce, alors que ce sont des individus captifs qui n'ont pas forcément les mêmes comportements biologiques et qui sont différents. Surtout, l'idée c'est que, est-ce que c'est un moyen efficace? C'est surtout un moyen qui est dépassé. Il est possible aujourd'hui d'aller observer les animaux. Les dauphins sont présents sur l'intégralité des côtes en France et on a eu le développement depuis 1990 de ce qu'on appelle le whale watching, qui est donc, le tourisme baleinier, et il est possible d'aller voir les animaux dans leur état sauvage, mais tout de même en faisant attention à bien respecter les règles d'approche. Aussi, pour se sensibiliser, il y a des reportages, il y a des articles qui permettent, avec un esprit critique, de faire la part des choses sur ce qu'on a. On va maintenant aborder l'aspect scientifique, puisque la sensibilisation et la communication au public passent par la connaissance et donc par la recherche scientifique. Est-ce que les programmes de recherche en captivité sont nombreux et quels sont les sujets privilégiés? Je suis désolée, j'ai pas les chiffres en tête, donc j'ai fait des camemberts. Il y a un article qui est paru en 2016, donc tout récent, et qui a analysé la littérature scientifique, donc presque 3000 articles qui ont paru dans plus de 500 journaux. Et je vous ai mis en pourcentage de publications sur les orques et sur les dauphins et les domaines de recherche. Donc sur les orques, il y a beaucoup d'études qui portent sur le milieu naturel, plus de 90%. Essentiellement, ça va être sur la santé et la physiologie, qui est liée en fait aux conditions de vie et à leurs habitats. Donc on va retrouver sur la pollution, qui a aussi une influence sur la génétique et la reproduction des animaux, sur la distribution géographique, l'alimentation et la prédation. Et vous avez le même graphique sur les dauphins, donc 68% des études qui portent en milieu naturel, santé physiologique aussi beaucoup, distribution géographique, on va trouver aussi sur la socialité et la cognition. Donc là c'est assez intéressant parce qu'on pense que ce sont des animaux intelligents, donc à force de chercher on trouve qu'ils sont intelligents. Et si je veux avoir des publications qui comparent des animaux captifs et sauvages, en fait, il y a moins de 1% des articles sur les orques et 1,3% sur les dauphins. Est-ce que vous pouvez demander la suivante? Merci. Et là, dans cette publication, ils ont comparé les pourcentages d'études par thématique menées en delphinarium et en milieu naturel. Alors, en orange, ce sont les dauphins et en bleu, ce sont les orques.
Donc beaucoup d'études sur la physiologie, comme on l'a dit, beaucoup d'études sur la cognition en delphinarium. C'est beaucoup plus compliqué de faire des études sur les capacités cognitives des animaux en milieu naturel. Je vous montrerai que c'est possible aussi. Il faut savoir par exemple que l'écolocalisation des dauphins, donc cette capacité à émettre des ondes dans les ultrasons pour souvent regarder ce qui se passe dans leur milieu, ça a été découvert en captivité, donc il y a beaucoup, et ça perdure, d'études en milieu captif. Pour ce qui est en milieu naturel, donc voilà, peu d'études sur la cognition, de plus en plus d'études sur la socialité, ça c'est très intéressant. Sur les interactions homme-animal, donc vous parliez du whale watching, il y a beaucoup d'études sur le whale watching parce que ça a un impact assez fort, voilà, intrusif, sur les animaux. Par exemple, aux États-Unis, il y a le Marine Mammal Protection Act, qui est vraiment assez rigoureux là-dessus. Donc, pas de mise à l'eau, des nombres limités de personnes. En 2013, il y avait 30 millions de personnes qui avaient trempé leurs fesses dans l'océan pour aller nager avec des dauphins. Le chiffre d'affaires, c'est 1,3 milliard par an, et c'est 1,5 million de personnes par an qui se déplacent, qui font du whale watching. Donc c'est aussi cet aspect-là, oui. Donc il y a beaucoup d'études maintenant en milieu naturel sur cet impact-là. Donc voilà, vous avez de manière visuelle et graphique, ça c'est mieux que tous les discours je pense, la représentation des recherches. Pensez-vous que les résultats obtenus en captivité sont applicables aux populations naturelles et apportent des avancées, notamment en matière de conservation? Alors je pense qu'il faut sortir d'une vision assez simpliste. C'est à quoi ça sert et comment je peux l'appliquer en milieu naturel. Vous parliez des textes de loi en introduction et je pense que c'est nécessaire. Il y a un article qui est paru dans Libération que je vous invite à lire, c'est Jean-Marc Neumann, que vous connaissez, en Strasbourg. Mais il n'est pas là. Ouais, il a écrit il y a un article qui est paru dans Libé, qui est en ligne. Il explique à quel point on doit faire preuve de gymnastique intellectuelle pour comprendre à quel code se référer quand on veut protéger les animaux. Parce que l'animal, il est sensible dans le code rural. Dans le code de l'environnement, pour les animaux, par exemple, ces espèces sauvages, l'animal est plus sensible. Donc, pour moi, le seul dénominateur commun au code pénal, au code rural, au code civil, au code de l'environnement, ce sont les sciences. C'est si on veut améliorer les conditions de vie des animaux en captivité, si on veut protéger les animaux en milieu sauvage, ça doit être fait à partir de données objectives. Et notre travail, donc on est à l'université, donc voilà, c'est votre travail aussi. C'est être acteur de ces connaissances qui feront bouger les choses. Et pour moi, le seul dénominateur commun, ce sont les sciences. Et après, on pourra travailler sur le code rural, civil, exactement. Donc l'application, elle n'est peut-être pas directe, mais s'il y a un lien qui est, comme je vous le disais en introduction, moi, mon but, c'est de protéger les animaux, mais en leurs termes. C'est en répondant à leurs besoins propres. Et le seul moyen pour moi en tant qu'éthologue, c'est de voir de quoi ils ont besoin, mais de manière objective. Les moyens actuels pour étudier les cétacés dans leur milieu naturel sont-ils difficiles à mettre en œuvre et existe-t-il des limites? Alors comme je vous disais en début, j'ai commencé mes études en partant aussi bien en milieu naturel qu'en milieu captif. Est-ce que c'est compliqué en milieu naturel? C'est surtout très très cher. Et ça, c'est un énorme frein. Au mois de mai dernier, on a fait une mission en Guadeloupe. Je ne sais plus qui c'est, c'est qui partait en Martinique. Donc on a fait une mission en Guadeloupe, 4 personnes, 10 jours, 9 jours de sortie en mer. On en a eu pour plus de 10 000 €. Sur ces 10 jours de sortie en mer, tous les jours, plus de 7 heures de bateau par jour. On a vu les dauphins 4 fois. Sur ces 4 fois, on a eu 1 minute 57. Je peux vous le dire précisément parce que ma doctorante est juste en dépression. 1 minute 57 de données. 10 000 €.
Depuis les années 2000, je participe à un projet de recherche qui s'appelle le White Dolphin Project, qui est basé aux Bahamas sur des dauphins tachetés. Cet organisme fait 10 sorties, fait 6 mois de sorties par an. Chaque sortie a un coût de $10 000. Un été en mer, c'est $100 000. Sur la période 2015, on a eu la possibilité d'interagir avec les animaux 5 fois. L'an dernier, c'était assez limité. Ce qui s'est passé aussi, c'est que ces animaux ont subi Katrina, donc l'ouragan qui a dévasté les Bahamas. L'œil de l'ouragan était sur les Bahamas. Donc sur les 250 dauphins qu'on suit depuis, moi c'est depuis 2000, ma collègue c'est depuis 30 ans, on en a perdu 30%. Et là, vous avez tous suivi Matthew. Matthew, il a aussi touché les Bahamas, donc on ne sait pas du tout combien d'animaux on va retrouver. Donc les conditions naturelles, elles sont extrêmement... elles sont difficiles. Ça demande une logistique énorme, et c'est pas parce que vous êtes en milieu naturel que les animaux vont être là. Ça demande un investissement en temps, en énergie. Après, personnellement, moi, ça me va bien, je suis chercheur, tout va bien. Ma doctorante, qui a 3 ans pour faire sa thèse, c'est compliqué. Et je pense que ça doit vous parler en tant qu'étudiant aussi. Est-ce que les protocoles de recherche réalisés en conditions de captivité, mais aussi en conditions naturelles, sont contrôlés par des comités d'éthique? Alors actuellement, dans les delphinariums, dans les réglementations autour des delphinariums et des parcs zoologiques, il n'est pas demandé la mise en place de comités d'éthique tels qu'ils peuvent exister actuellement en matière d'expérimentation animale. Dans le cadre du projet d'arrêté, il n'est pas question de comité d'éthique, mais il est question de comités scientifiques et techniques qui vont se réunir plusieurs fois par an et qui vont travailler ensemble sur les questions qui vont encadrer le bien-être des animaux, sur les stratégies éducatives qui vont être mises en place, sur les travaux de recherche. Mais finalement, par rapport à ces comités scientifiques, ils vont être composés essentiellement de membres internes à l'établissement. Donc, ce qui peut être remis en cause, c'est que les gens sont à la fois juges, parties prenantes. Donc, on pourrait demander la mise en place, non pas d'un comité éthique, ces comités qui existent, mais des comités éthiques nationaux sur les questions animales. De façon générale, sur tout ce qui est delphinarium, sur ce qui est zoo, sur ce qui est animaux de rang, sur animaux de laboratoire. C'est une demande qu'a fait la Fondation Droit Animal Éthique et Sciences depuis de nombreuses années. Donc effectivement, il n'y a pas... Alors, si je comprends bien, parce que j'ai aussi étudié ces questions-là, et quand j'ai suivi ma formation là, pour être conceptrice en procédure expérimentale, c'était assez instructif aussi. Ces comités d'éthique évaluent les projets scientifiques. Et ces projets scientifiques, avant c'était marqué expérience, mais la loi a changé. Donc dans ces projets scientifiques concernent uniquement des manipulations où il va y avoir des procédures expérimentales. Ces procédures expérimentales, elles sont qualifiées en tant que telles si l'angoisse, la souffrance, la détresse de l'animal ressentie au moment de l'expérience va excéder la détresse, la souffrance ou la détresse qu'il pourrait vivre lors de l'intrusion d'une piqûre pratiquée lors d'un acte vétérinaire. Donc pour faire bref, moi je suis éthologue, le seul outil que j'utilise c'est la caméra vidéo. Donc je ne suis pas du tout dans une souffrance que pourrait vivre l'animal telle qu'une piqûre d'aiguille. Maintenant, effectivement, ce qu'on a mis en place depuis 3 ans au delphinarium du parc Astérix, on a mis en place pas un comité d'éthique, puisque comme vous le disiez, la loi ne le demande pas du tout. On a mis en place un comité sur le bien-être animal. Ce comité sur le bien-être animal se réunit 2 fois par an. Dans ce comité sur le bien-être animal, il y a des gens du Muséum d'histoire naturelle, de l'INRA, de Maison Alfort, notre école vétérinaire, et de Paris 13. Et ces gens-là, on va leur... Alors, il y a du personnel aussi, parce qu'on parle des animaux, mais en fait, souvent quand il y a des problèmes de dysfonctionnement, c'est aussi parfois des mal-être des personnes. Donc, lors de ces comités de bien-être, on va exposer les travaux que l'on va faire. Donc, ces extérieurs jugent pour le coup et contrôlent les travaux qui vont être faits.
s'il y a des soucis ou des questions particulières des soigneurs animaliers, ils peuvent aussi poser ces questions-là à ce moment-là. Et ce qu'on a mis en place aussi, c'est un comité scientifique européen. On se réunit une fois par an. Et ce comité scientifique européen réunit des experts en cétologie qui vont expertiser selon leur domaine de compétences les projets qui vont être mis en place dans les delphinariums. Donc moi je vais évaluer plutôt des programmes d'éthologie. Voilà. Et puis il y en a d'autres en acoustique, etc. La seule manip qu'on a faite, qui a demandé un travail particulier, ça a été, on a voulu mesurer le cortisol salivaire des animaux. Mais là aussi, c'était sur un acte volontaire, puisque les soigneurs avaient appris aux animaux à ouvrir la gueule, et voilà. Donc je ne me suis jamais retrouvée en fait dans la situation d'une procédure expérimentale si je regarde le texte de loi. Et en milieu naturel, est-ce qu'il y a des règles à respecter? Alors là, c'est dommage qu'il n'y ait pas notre... oui, vous avez... Alors, moi, ma recherche, jusqu'à présent, elle a été régie par la loi des Bahamas. Donc, on a un permis à demander. Ce permis est renouvelable. Et on doit justifier des activités, aussi évaluer l'impact qu'on peut avoir sur les populations. Là, sur le projet qu'on a mené sur les dauphins en Guadeloupe, donc c'est mon collègue qui est au CNRS qui a suivi les procédures. Mais là aussi, vous avez besoin de demander des autorisations, d'évaluer l'impact de nuisance sur les populations. Et c'est aussi être capable, à un moment donné, de... Je sais qu'on est tous pressés d'avoir des résultats scientifiques, mais c'est être capable d'arrêter le suivi ou les observations quand on voit que les animaux ne veulent plus de nous. Donc ça aussi c'est spécifique. Mais alors je comptais sur ma collègue pour vous répondre, j'ai vraiment pas du tout les textes de loi. Merci. On va aborder une autre partie de la question, celle de la détention de cétacés à des fins militaires, qui est un peu moins connue. Est-ce que cette utilisation des cétacés est toujours d'actualité et dans quelles conditions est-elle réalisée? Alors, il y a une dizaine d'espèces de cétacés qui ont été testées et utilisées à des fins militaires. Les orques, des globicéphales, les belugas. Actuellement, la principale espèce de cétacés qui est utilisée, c'est le grand dauphin, mais on a également d'autres mammifères marins tels que les otariques californiques. On en dénombre plus d'une trentaine pour dauphins soldats en Russie, 85 dauphins soldats qui appartiennent aux États-Unis et qui sont entraînés avec 50 otaries au centre de San Diego. D'un point de vue historique, cette activité elle s'est développée à partir des années 1960 dans un contexte de guerre froide où l'animal finalement est devenu un outil et on a une course à l'armement avec ces animaux. On a mis en place des centres et des programmes d'entraînement et tout cela a été gardé secret jusque dans les années 1990. Alors pourquoi ces animaux, les grands dauphins et les otaries, ont été préférés par rapport aux autres espèces? De par leur capacité d'écolocalisation, qui ne sont pas du tout équivalentes au sonar qu'on a pu mettre en place, leur rapidité, leur aisance et leur capacité à aller dans de grandes profondeurs, mais également leur faculté d'apprentissage. Ils ont été dressés, ils ont été utilisés, ils sont utilisés à plusieurs fins. Protéger les bases navales et notamment tout ce qui est sous-marin nucléaire dans le cadre de la guerre du Golfe, la guerre d'Irak, mais également la guerre du Vietnam. Ils ont été utilisés pour récupérer des objets et des équipements, pour également déminer. Et il semblerait, mais j'ai vu aucun document qui le prouve, qu'ils auraient été utilisés pour neutraliser les commandos. Actuellement, fin 2016, l'armée américaine s'est engagée à mettre fin au programme d'entraînement de ces animaux et il vise à les remplacer par des drones et cela doit prendre effet début 2017. Dans le cas des dauphins en Russie, on a eu l'annexion de la Crimée en 2014, il y avait des dauphins qui appartenaient à la Crimée et qui appartiennent maintenant à la Russie, et certains viennent d'être également vendus à l'Iran, et nulle part il n'est fait mention de la fin de l'utilisation de ces dauphins soldats par la Russie. Merci. Alors on va aborder maintenant plutôt les conditions de détention et de bien-être. Donc dans la littérature, on trouve de nombreuses sources qui indiquent une mortalité élevée, de faibles taux de reproduction, une acclimatation difficile des nouveau-nés.
et une espérance de vie plus courte. Est-ce que ce sont des faits que vous constatez en captivité et comment expliquer cela d'un point de vue biologique? Là, pareil, je suis désolée, j'ai fait une diapo. Parce qu'il y a des chiffres, je ne les ai pas en tête. Donc, j'ai regardé la littérature et vous avez l'espérance de vie moyenne. Alors, cette espérance de vie moyenne, c'est l'âge pour lequel 50% de la population donnée est en vie. Vous avez les premiers chiffres, ça concerne les orques, et le second, ce sont les dauphins. Vous avez les chiffres pour le SeaWorld et vous avez les chiffres pour deux populations résidentes d'orques au Canada, une qui est dans la partie nord et une partie sud. Donc ça, si vous consultez l'article de 2015, vous allez retrouver ces chiffres. Donc au SeaWorld, l'âge moyen d'espérance de vie, c'est de 41 ans pour les orques en milieu, dans leur institution, 29 ans pour la population du sud et 42 ans pour la population du nord. En milieu naturel, l'espérance de vie moyenne, il faut vraiment savoir de quoi on parle. C'est 50% de cette population qui est en vie. C'est de 8 à 17 ans en milieu naturel et 22 ans en milieu captif. La longévité, donc c'est la longévité pareil, en milieu captif, elle est de 22 ans sur la période donc jusqu'en 2003. La plus vieille femelle se retrouve aux USA, elle a une soixantaine d'années. On a un individu de 104 ans en Allemagne. La mortalité néonatale, ça aussi, ce sont des chiffres qui sont importants. En milieu naturel, elle est de 37 à 50%. Elle est inférieure, d'après cette publication, au SeaWorld. Ce qu'on trouve aussi, c'est une différence entre les femelles primipares et multipares. Les primipares, c'est-à-dire les femelles qui, pour la première fois en nouveau-né, malheureusement, ce nouveau-né a de plus forts risques de décéder dans les 30 premiers jours. Une femelle qui est multipare, qui a déjà eu le petit, ce risque est moindre. Donc là, vous avez les chiffres, vous pouvez les lire en même temps que moi. Donc en institution, cette néonatalité, elle était de 77% dans les années 90, et maintenant elle est à 30%. Il y a 80% de survie néonatale donc, dans ces programmes américains. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des animaux qui vivent plus vieux et une mortalité des jeunes qui est moindre. Ce qui est important aussi de regarder, c'est le taux de reproduction. Donc là, pareil, il y a des registres. Donc le programme de l'EEP, qui est European Endangered Species Programs. Donc là aussi, ce sont des chiffres consultables sur des registres. En 2013, voilà ce que disait l'EEP, la population a une croissance nette de 10%. Sur 2009 et 2014, le succès de cette reproduction permet le renouvellement de la population sans apport d'individus extérieurs. Donc en fait, elle est viable, sans rajout d'individus extérieurs. Et votre dernière question, c'était s'il y avait justement des maladies en plus et des mortalités élevées, comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer d'un point de vue biologique? Alors, pour les maladies, mais en fait, c'est référence aussi à une de vos questions suivantes. Oui, il y aura une question suivante plus précisément sur les maladies, c'est la question juste d'après. Donc, moi, je ne suis pas vétérinaire, j'ai demandé aux vétérinaires qui travaillent en équinarium, mais pareil, j'ai regardé la littérature. Donc, ce qu'on retrouve en premier lieu, ce sont des maladies infectieuses et bactériennes, donc bactériennes et virales, qui touchent le système digestif, le système respiratoire, système tégumentaire, donc on retrouve le poxvirus, et aussi il va y avoir des maladies opportunistes, donc staphylocoque ou streptocoque. On a des insuffisances cardio-respiratoires, on a des maladies congénitales, des cancers, il y a des mycoses, et il y a très peu de parasitose, ça se comprend assez bien, parce que la nourriture sont du coup. Si vous avez quelque chose à rajouter. Ensuite, comment est-ce qu'on pourrait adapter les infrastructures, les soins et l'enrichissement pour satisfaire les besoins biologiques de l'espèce
et assurer le bien-être des individus. Alors, adapter, ça peut être adapter les infrastructures, les soins et l'enrichissement. Par rapport aux infrastructures, qu'est-ce qu'il est possible de faire? C'est déjà augmenter le volume des bassins qui sont finalement assez bas actuellement et qui n'ont pas énormément évolué avec le projet d'arrêté. Si on prend l'exemple de l'Orque, on est de l'ordre de 44 000 m3. À l'état sauvage, le territoire et le volume dans lequel l'animal évolue se chiffrent en kilomètres cubes. Cela signifie qu'on donne à l'animal captif moins de 1% en captivité de son territoire à l'état sauvage. Également, donc ça on parle en surface, on parle également en profondeur. Les bassins sont pour les orques 50 fois moins profonds que là où ils peuvent être. Ça peut être également sur l'adaptation des infrastructures, tenter de recréer une biodiversité et un écosystème tel qu'il pourrait l'avoir à l'état sauvage. Les dauphins vivent sur des territoires qui sont morcelés entre des territoires de chasse, de repos et de jeu. Le projet d'arrêté actuellement prévoit juste de rajouter des vagues et des cascades. Ça ne change pas le fait qu'ils vivent et ils évoluent dans une eau qui est finalement sans vie et une eau stérile. Quoi qu'il arrive, aucun delphinarium, aucun bassin aussi grand qu'il ne puisse être, ne peut être comparable au milieu dans lequel l'animal évolue à l'état sauvage. Par rapport aux soins, tout d'abord, ça peut passer par ne plus chlorer l'eau des bassins qui provoque des brûlures cutanées et des brûlures au niveau des yeux des animaux. C'est également adapter l'alimentation, passer de poissons morts surgelés à qui on ajoute des vitamines, peut-être à des poissons visant pour apprendre les comportements de chasse. C'est réduire les taux de mortalité, les différents cas d'infection, ça vous en avez parlé au travers de l'évolution entre 1990 et maintenant. Et il y a également ne plus administrer des traitements médicamenteux aux animaux qui changent leur biochimie. Enfin, adapter les enrichissements, c'est donner une stimulation qui est adaptée à chacune des espèces. C'est surtout permettre à l'animal de retrouver un comportement de chasse, une fluidité dans les groupes d'animaux, parce qu'actuellement, ces animaux, c'est comme si nous nous retrouvions dans une pièce assez petite, avec des personnes incapables de discuter avec vous, parce que les langages sont différents. Pour les orques et pour les dauphins aussi. Alors oui, les infrastructures, on est tous d'accord, hein, ça change. Donc effectivement, quand il y a eu cette consultation pour savoir les améliorations apportées, on est tous d'accord qu'il faut que ça change. Maintenant, effectivement, on imagine le milieu marin comme un univers immense et on imagine que les animaux vont explorer à l'infini cet environnement-là. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, c'est une population qui est suivie depuis plus de 30 ans par un groupe de recherche. Je vous invite vraiment à regarder, c'est Randy West. Alors, là, on peut aussi discuter de ce qui est fait en milieu naturel, mais ils ont tagué les individus. Donc, on a mis des balises pour regarder la distribution géographique de ces animaux. Et contrairement à ce qu'on imaginait, comme pour toute espèce animale, en fait, ces grands dauphins, qu'on appelle les Tursiops truncatus, selon le milieu dans lequel ils vont vivre, ils vont développer des comportements qui sont particuliers. Et cette population, à Sarasota Bay, on a retrouvé des individus qui parcouraient pas des kilomètres carrés, ils avaient une dizaine de kilomètres, voire 4 kilomètres carrés d'exploration, alors que souvent on entend parler 150 kilomètres, etc. Donc en regardant au niveau individuel et pas au niveau de la population ce qui se passait, on s'aperçoit que selon les besoins aussi des individus, ils vont préférer certains habitats. Donc par exemple, ça va être des femelles avec leurs petits qui vont occuper certaines zones géographiques à un moment donné. Donc ça c'est pour l'amélioration en général. Ce qui est de l'enrichissement, donc j'ai retrouvé une ancienne étudiante ici. Et c'était la première à avoir évalué l'enrichissement qui était apporté aux dauphins. Parce que dans les parcs animaliers, je pense que si vous y allez, vous allez tous voir, on va donner des objets pour qu'ils jouent avec ces objets-là. Mais il y a très peu d'évaluation, c'est-à-dire est-ce que l'interaction qu'il fait avec l'objet lui est bénéfique et qu'est-ce qu'il va faire avec cet objet-là.
Donc, Hélène a montré dans son étude de master que sur la totalité des objets qui étaient donnés aux animaux, il n'y en avait que 50% qui étaient utilisés. Les interactions qu'ils avaient, soit c'était, ça augmentait les comportements solitaires, donc c'est pas ça que vous voulez avec l'enrichissement, ou rarement les comportements sociaux. Maintenant, ça, vous devez l'inclure dans une observation globale. Et là, c'est, je ne sais pas si vous êtes fervent de l'éthologie, mais ce qu'il faut regarder, les dauphins, ce sont des animaux sociaux. Et je préfère qu'ils jouent avec leurs partenaires sociaux qu'avec un ballon ou un frisbee. Donc ça, c'est une première chose. Ce qu'on a fait aussi, et ça c'est une étude qui a été réalisée il y a 3 ans, on a regardé le choix des animaux. Est-ce qu'ils préféraient les objets simples ou les objets complexes? Donc on imagine que les dauphins sont intelligents et qu'ils adorent résoudre des problèmes. Donc on va souvent leur proposer des jeux qui sont assez complexes. Et quand on leur proposait, donc voilà, on a suivi une expérimentation avec différents types d'objets. De manière générale, ils aiment les objets simples, parce qu'avec les objets simples, il y a de l'innovation et de la créativité. Avec un objet qui est complexe et fini, il y a peu de comportements créatifs et innovants. Donc si je fais le parallèle avec l'humain, c'est vous donnez à un enfant une boîte en carton. Cette boîte en carton, ça peut être un vaisseau spatial ou un sous-marin. Quand vous avez un objet fini, il est difficilement manipulable. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Maintenant, on est pour la mise en place d'études vraiment sur l'évaluation de cet enrichissement et ce que fait l'animal, combien de temps il y passe. Donc j'ai pris, avec l'aide du parc Astérix, une étudiante en thèse qui, je pense qu'on est les premiers, je sais qu'il y a plein d'autres projets qui vont éclore, mais cette étudiante en thèse, pour la première fois, va évaluer et va essayer d'objectiver le bien-être animal et trouver des critères d'évaluation du bien-être des dauphins. Donc là, elle est en dernière année de thèse. Donc voilà, on commence à voir des choses qui commencent à être publiées et des choses intéressantes à discuter. Mais je pense qu'il n'y a pas que l'enrichissement. Il y a vraiment les relations sociales à regarder. Ce sont des êtres sociaux. Donc regardez quel est l'impact de ces programmes d'enrichissement, c'est une chose, mais regardez les coefficients d'association, ça aussi c'est important. Pour continuer sur le bien-être ou pas, quels sont selon vous les effets du dressage et comment le perçoivent les individus? Est-ce que c'est plutôt comme un stress, un moyen d'avoir de la nourriture, un jeu ou un enrichissement justement? Le dressage ou le domptage, c'est finalement l'art de faire répéter des comportements qui sont conditionnés, qui sont appris à l'animal par l'homme pour les besoins de certains tours, de certaines acrobaties, des spectacles. Je rappelle que tous les delphinariums proposent des spectacles de ces animaux. Certains tours qui sont appris aux animaux sont source de douleur et de souffrance. Lorsqu'on demande à un orque de sortir et de s'échouer sur son bassin, il n'est pas du tout fait pour le milieu atmosphérique, il a une compression des poumons qui est source de douleur. Finalement, le dressage aussi, il est construit sur une méthode de punition et de frustration. On vient de dire que c'était des animaux sociaux. Dans le cas où les animaux ne réussissent pas leurs exercices, ils doivent être isolés de leur groupe. Mais ça va demander à ce que ça soit arrêté. Souvent, ils sont nourris en résultat et en récompense des tours qu'ils réalisent. Et certaines techniques d'apprentissage qui sont menées au Marineland, c'est mettre un animal inexpérimenté avec un animal expérimenté. Si l'animal inexpérimenté n'arrive pas à reproduire ce que l'animal expérimenté lui montre, et bien dans ce cas-là, ni l'un ni l'autre n'est nourri, avec des risques de frustration, de stress, voire même des sources de conflit entre les animaux. Donc on a des sources de conflit, des sources de douleur, mais également des sources de stress du fait des conditions de présentation et d'exhibition des animaux au public.
Ils sont présentés avec de la musique, avec le bruit du public, à proximité de manèges. On a également les bruits mécaniques du fait de la présence des pompes et des filtres, si bien que les animaux mettent en partie en veilleuse leur système de communication. Donc les effets du dressage et c'est surtout les effets de l'exhibition de ces animaux au public pour les besoins des tours et des acrobaties. Et tout à l'heure, il y avait une question normalement qui portait aussi sur l'intérêt de la captivité en delphinarium. Ce que j'aurais voulu dire, c'est que finalement, un intérêt supplémentaire à arrêter la captivité, c'est tout d'abord arrêter tous ces spectacles et tous ces programmes d'interaction qui mettent en contact l'animal et le public. Donc bien sûr, je vais pondérer tout ça. Donc le dressage, comme vous l'avez cité, c'est basé sur le renforcement opérant, du conditionnement opérant avec le renforcement positif, on punit pas. Donc venez, mais vraiment venez. Oui. Donc un animal qui fait 300 kg, vous le punissez une fois mais pas deux fois. Donc ce qui est fait, c'est du renforcement positif. C'est vrai que le dressage va être présenté, ou certains exercices vont être présentés lors des spectacles, lors des programmes interactifs. Le dressage aussi, il y a toute une partie qu'on appelle du training médical. Donc ce training médical permet de manière volontaire de pouvoir faire aux animaux des échographies, des intubations, des prises de sang, des pesées. J'aimerais faire tout ça sur mon chat de manière volontaire, je vous promets que ce n'est pas le cas. Donc ça permet aussi de rendre moins intrusif ces pratiques-là. Et je vais vous envoyer des publications. Parce que... J'en ai une liste. Très bien. Oui. Donc on a étudié le comportement d'anticipation des dauphins avant le spectacle. Donc ces comportements d'anticipation, pour être un peu brève, c'est comment les animaux se préparent avant le spectacle. Donc on a une étudiante qui est venue étudier les 30 minutes. Donc à part 30 minutes avant le début de session, toutes les 5 minutes, donc 30 minutes, 25, etc., elle notait les comportements des animaux jusqu'à l'heure T0 du spectacle. Une fois que le spectacle était terminé, elle a fait 30 minutes d'observation, donc T plus 5, T plus 10, etc. Donc ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait une augmentation des comportements d'observation, donc une vigilance accrue des animaux qui étaient là. Donc si on s'était arrêté à cette mesure-là, on pouvait, comme vous l'aviez dit, se dire ouais, ils sont peut-être pas très à l'aise avec ce qui se passe. Donc on a corrélé ces mesures comportementales à des mesures physiologiques. Et donc je pense que vous savez que quand vous êtes en stress, votre fréquence respiratoire va augmenter. Donc on a mesuré la fréquence respiratoire des animaux 30 minutes avant, toutes les 5 minutes, 30 minutes après, toutes les 5 minutes. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de différence. Donc il y a une anticipation, une préparation à ces événements-là, mais physiologiquement, l'animal ne manifeste pas de maladie. Donc je vous envoie la publication. Par contre, sur certains tours, demander à la compression du poumon, demander à l'animal des tours qui finalement le met dans des situations de douleur. Après, je pense que ça fait partie des points qui, on a de nouvelles connaissances et on va demander à ce que ça s'arrête. Et c'est là, je pense qu'après, il y a une question qui vient sur la différence des espèces. Et je pense que, là, on est à ce moment-là où on peut accepter des choses sur certaines espèces et d'autres pas. Les comportements aériens, les dauphins, ils en font. Donc vous avez en milieu naturel, les comportements aériens, ils en ont. Il y a 80 espèces de cétacés, il y a une trentaine d'espèces de delphinidés. Donc on parle uniquement des Tursiops truncatus. Ces Tursiops truncatus, vous les retrouvez partout. Donc ces animaux-là, effectivement, pour certains, vont faire des comportements aériens qui sont peut-être moins prépondérants chez d'autres espèces. Donc voilà, ça je vous rejoins sur ce point. Juste intervenir, je vais intervenir des deux côtés comme ça fait une balle de chaque camp. Il n'aura pas de... Par rapport à l'orque qui s'échoue, je pense qu'il ne le ferait pas si ça lui faisait vraiment mal, et l'orque s'échoue de manière naturelle. Oui, dans le cas de comportement de chasse. Oui. Observé, et du coup, à parler de souffrance, il faut bien voir la pub aussi.
Après, le problème, c'est finalement, c'est de demander, c'est dans le cas notamment du Maryland, faire payer à des personnes une prestation de 172 € pour faire une photo souvenir avec un animal dans le Non, cette c'est la raison, situation-là. c'est pas la même chose. Il y a la confusion entre les deux. La raison n'est pas une bonne raison. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, on va dire que l'animal souffre en s'échouant. Je suis pas sûr qu'il le referait et je sais qu'il le fait de manière naturelle. Je vais bien voir là-dessus. Par rapport à Fabienne, si on met un prisonnier dans une prison et qu'on lui demande de sortir pour faire de l'exercice, il va être content quand il va aller faire de l'exercice, parce qu'il a accès à faire. Ouais, c'est pas possible. Oui, mais du coup, il ne faut pas dire que c'est... Je n'arriverai pas à la même conclusion que la conclusion à laquelle tu arrivé. Non, mais en fait, c'est le problème, c'est sortir un élément du contexte. Et quand on parle du bien-être animal, je pense que c'est avoir une vision transdisciplinaire. Donc, ce que je vais utiliser, c'est plusieurs éléments pour, à un moment donné, conclure. Après, la particularité, oui, c'est ça. Et donc, je vais peut-être, je suis dans des gros traits, voilà. Ce qui se passe aussi, et ça, je pense qu'on va être d'accord, sur le cas des mammifères marins, et donc là, j'inclus aussi les otaries, les pinnipèdes, c'est que c'est quand même des animaux qui ont un statut particulier en parc zoologique, parce qu'ils ont du personnel qui passe vraiment la journée avec eux, contrairement à plein de parcs zoologiques où les animaliers vont de secteur en secteur, alors que là, il n'y a pas que les moments de présentation au public. Oui, il y a de l'interaction. Et ce qui est aussi, ce qu'on pourrait croire, c'est que oui, ils viennent interagir parce que c'est le moment où ils sont nourris. On va poser la question, mais c'est ça. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle mis en place des repas gratuits. Donc sans demander quoi que ce soit à l'animal, il reçoit la nourriture. Ce qui se passe aussi, ce qu'a mis en place la responsable du delphinarium au parc Astérix, c'est en dehors des présentations au public, les soigneurs vont à l'eau avec les animaux et ils se proposent aux animaux et les animaux disposent. Dans certains jours, ils ont envie d'interagir avec les humains et dans d'autres situations, ils n'ont pas envie. Donc c'est aussi avoir une autre version de la relation homme-animal. Merci pour ces précisions. Juste avant de venir aux espèces justement qui tolèrent mieux la captivité, on va aborder la législation européenne. Donc, quelles sont les conditions requises par la législation européenne pour le maintien en captivité des dauphins? Et est-ce qu'il existe des inspections et des sanctions face aux manquements constatés par rapport à la législation européenne? Alors, par rapport aux conditions requises pour le maintien de la captivité, il y a différents textes, malgré les meilleures intentions des textes, il y a des manquements répétés sur les différents chapitres aussi dans leur application. À l'échelle européenne, il n'y a pas de modification des textes autour de delphinarium qui sont prévus, c'est laissé au choix des différents États membres. Ces différents États membres sont incapables actuellement de faire respecter les dispositions et c'est les conclusions de l'enquête sur laquelle je me suis basé. L'une des conditions requises minimales pour maintenir la captivité de ces dauphins, c'est déjà de faire appliquer ces textes. Après, s'il doit y avoir une discussion, c'est également aller plus loin, et c'est le sens de l'arrêté sur lequel les différents acteurs ont travaillé, pour prendre en compte les différentes connaissances acquises et modifier cette forme de captivité. Moi, je pense que pour aller plus loin, c'est tout d'abord interdire les interactions entre le public et les animaux. C'est également améliorer les infrastructures, les soins et tout ce qui sont les programmes d'enrichissement pour garantir un minimum de souffrance à l'animal. Par rapport aux inspections et aux sanctions, c'était la deuxième question, c'est la Commission européenne qui a pour responsabilité de faire superviser et de vérifier la mise en œuvre des différents textes. Dans le cadre des règlements par rapport à l'importation à des fins commerciales, c'est au niveau des douanes des États membres que ça se joue. Dans le cadre de la directive sur les parcs zoologiques, ce sont également les États membres qui commanditent les différentes autorités qui les estiment juste pour mesurer et constater les infractions, et c'est eux qui mettent en place les différentes sanctions.
Dans le cas de la France, ces contrôles ils sont prévus dans 3 codes. Le code de l'environnement, qui lui va être lié à tout ce qui est règles de fonctionnement et tout ce qui a trait au bien-être des animaux. Les inspections sont réalisées et dans le cas de sanctions, on peut avoir jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour les responsables de ces parcs. Dans le cadre du code rural, on va avoir un volet qui est lié à tout ce qui est sanitaire et qui s'impose en plus aux éléments prévus dans le code rural. Et là, c'est réalisé par les vétérinaires des directions départementales de protection des populations, avec des sanctions qui peuvent aller, en cas d'acte de maltraitance et de cruauté, de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. On a enfin dans le dernier code, le code pénal, la possibilité pour les associations, donc c'est un exemple, de se porter partie civile dans le cadre d'actes de maltraitance et d'actes de cruauté, et c'est une des actions qui est actuellement menée par certaines associations de protection animale contre le marinement. Merci. Maintenant, juste, est-ce qu'il y aurait des espèces qui tolèrent mieux la captivité que d'autres, les dauphins par rapport aux orques, par exemple? On a tenté de mettre en captivité, comme dans le cas des cétacés à des fins militaires, de nombreuses espèces. Finalement, celles qui restent en captivité, c'est principalement pour un temps l'orque et le vent dauphin, parce que tout simplement, eux, ils survivent à ces conditions de captivité que d'autres espèces ne peuvent pas survivre, jusqu'à 3 jours pour certains, après leur arrivée. Le problème, c'est que la captivité, elle transforme l'animal par rapport à l'animal comment il pourrait être à l'état sauvage. On a des stéréotypies, et je pense qu'on va pouvoir en discuter. Certains animaux jettent en l'air leurs poissons pendant plusieurs heures. On voit des allers-retours, des nombres d'allers-retours importants. On sait qu'un orque peut parcourir jusqu'à 160 km par jour. Je vous laisse faire l'équivalent en nombre de tours dans un bassin. C'est également des échouages répétitifs sur des plateformes. On a finalement des problèmes qui sont à la fois similaires entre les espèces par rapport à ces questions de tolérance, parce qu'ils appartiennent au même ordre de la classification, mais on a également des problèmes différents par rapport à la biologie. Si on prend un exemple chez l'orque, 80% des orques ont leur nageoire qui tombe, du fait d'un manque de tonus musculaire. Et l'un des indicateurs pour évaluer cette tolérance, on en a traité il y a quelques instants, c'est l'espérance de vie. Certes, ça s'améliore, mais qui reste l'espérance de vie. Moi, ce n'est pas les chiffres que j'ai. On pourra avoir un débat par rapport à ces chiffres-là. Mais en tout cas, finalement, on sait que ces animaux tolèrent mal la captivité. La question n'est pas la tolérance de la captivité, mais l'intérêt de la captivité. Je pense qu'on est tous d'accord, ce qu'on veut, c'est améliorer les conditions de vie. Donc, voilà, même si... Est-ce que ça passe par la captivité? Ouais. Est-ce que... alors, si je reviens à votre question initiale qui était sur... Quelles espèces? Ouais, les espèces. Alors, voilà, 30 delphinidés, effectivement, comme vous l'avez mentionné, il y a eu des animaux qui ont été récupérés lors d'échouages, qui ont été maintenus en captivité. Il y a par exemple des sténelles, donc, qui ont effectivement vécu peu de temps en captivité. Les grands dauphins, ils sont robustes. Oui, ils sont extrêmement robustes et ils vivent dans une société de type fusion-fission. Donc, de manière... Je peux expliquer ça rapidement. Fusion-fission, on va avoir des individus qui, selon leur statut reproducteur, selon leur sexe, selon l'âge, vont s'associer avec certains individus à un moment donné. Ces associations, par exemple chez les femelles, elles ne sont pas pérennes. Les femelles de dauphins sont des opportunistes sociales. Donc on va avoir des associations de femelles gestantes. La femelle met bas, elle a un petit, elle va rester avec les mères. Si son petit meurt, elle repart avec des célibataires. On a des alliances de mâles. Donc ces mâles vont construire des dyades ou des triades. Là, ça va être des associations pérennes. Donc ce sont des animaux robustes, comme je vous le disais. Si on regarde la répartition géographique, on les trouve partout. La seule limite, c'est les eaux très très froides. Donc déjà, d'un point de vue physiologique, ils sont capables de vivre dans des environnements qui sont diversifiés. Et de par leur structure sociale qui est assez flexible, ils vont être capables de s'adapter de manière assez efficace à ces situations-là.
Je parle des dauphins, c'est ce que je connais le mieux. Effectivement, pour les orques, les questions sont différentes. C'est pas du tout les mêmes structures sociales. On est dans des structures matriarcales, etc. Donc voilà, je parle de ce que je connais. Merci. Ensuite, c'est vrai que nous, on avait les chiffres d'une reproduction difficile en captivité et qui, de nos données, soulevait un autre problème qui est peut-être pas existant, celui du réapprovisionnement des parcs. Que pensez-vous de la capture des cétacés dans la nature et quel problème cela soulève-t-il? Non. Je l'ai dit en introduction, mais depuis 1996, il y a un règlement européen qui s'applique et qui met fin à la capture des cétacés à des fins commerciales. L'enquête de 2011 montre qu'entre 1979 et 2008, il y a tout de même plus de 285 cétacés, principalement des grands dauphins, qui sont entrés dans le circuit des delphinariums en Europe. Si, les chiffres sont par rapport en Europe. Et on se rend compte que finalement, pour la plupart des animaux, on ne connaît pas l'origine et leur provenance. On a également un manque, c'est un inventaire centralisé à l'échelle de l'Union européenne. Et je me demande si vous puissiez répondre à une de mes questions sur les programmes d'élevage européens et sur les stockbooks, parce que j'ai fait des recherches et c'est impossible de trouver pour certaines espèces. De toute façon, c'est interdit et les delphinariums jouent la communication par rapport à ça. Ils ne prélèvent pas les animaux à l'état sauvage. En Europe. Dans le monde, on a pas mal d'animaux qui sont capturés pour être mis dans les delphinariums. Et c'est souvent couplé à des massacres. 100 000 dauphins chaque année sont tués. L'un des exemples, c'est ce qui est montré dans le film The Cove, dans la BTIJ. On a également, ils sont soit tués pour leur viande, c'est 500-600 €, ou alors tués pour les mettre en captivité, c'est plus de 150 000 € l'individu. Et récemment, la Chine a passé commande pour 30 millions de dollars à la Namibie pour pouvoir peupler ces delphinariums. C'est une commande de 10 orques, c'est une commande de 5 à 100 dauphins et un nombre incalculable d'otaries. Les spécialistes de ces cétacés reconnaissent que capturer un animal à l'état sauvage pour le mettre en captivité, ça équivaut à le mettre dans une situation dans laquelle il va mourir. Les taux de mortalité sont 6 fois plus importants dans les 40 jours qui vont suivre la capture. Finalement, l'impact, c'est un impact au niveau des populations. On les prélève au niveau de petites populations qui sont distinctes, donc ça remet en cause l'impact, un impact sur leur survie des populations et qui peut remettre en cause également le statut de préservation de l'espèce. Mais c'est là qu'on voit la nécessité d'avoir aussi des lois internationales, parce que comme vous le disiez, en Europe c'est interdit, les animaux sont pucés, il y a 75% des animaux en captivité qui sont nés en captivité. Donc voilà, les vieux animaux sont effectivement été prélevés en milieu naturel, et là on se retrouve avec des vides juridiques et donc qui aspirent ça. Et donc là, on voit la nécessité d'avoir non seulement des consultations au niveau national, européen et international.